pour en parler, Audrey Petit, consultante apps pour Microsoft France, et Alain Elaïli, Solution Engineer pour GitHub, sont à nos côtés. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. D'abord, comment est-ce qu'on arrive à synthétiser ce que peut être DevOps sur Azure? Audrey, d'abord avec vous. Alors, DevOps sur Azure, on va surtout parler de Azure DevOps au final. D'ailleurs, voilà, qui est le nom de l'outil. Remettons les mots dans le bon ordre. Voilà, dans le bon ordre. C'est l'outil qu'on va utiliser, anciennement VSTS, Visual Studio Team Services. Donc, il a été renommé, nouvelle interface, etc. Donc, les gens vont découvrir ça, ont découvert ça. Et on a tous les outils pour pouvoir travailler ensemble, en collaboration. Que ce soit pour travailler en équipe, pour aller déposer du code, pour un travail au jour le jour, que ce soit du côté développeur ou du côté opérationnel. Du côté développeur et du côté opérationnel, concrètement, ça veut dire qu'on peut bâtir quel projet dans Azure DevOps? Tous les projets informatiques, en partant du début jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la fin, il n'y a pas vraiment de fin en fait, un projet. On parle d'une page blanche et on peut arriver à suivre la vie du projet. Et le but étant de faire un cycle. On va cycler, on va itérer régulièrement pour pouvoir arriver à quelque chose de parfait, ou en tout cas qui répond aux besoins du client. Du coup, jusqu'à combien de collaborateurs peuvent travailler en même temps sur Azure DevOps? Là aussi, c'est infini? De 1 à plusieurs. Mais c'est l'ouverture des possibles et de l'infini. Infini, je dis pas infini, mais en tout cas, on peut monter sur des grosses équipes. En termes de développement, c'est compatible, bien sûr, donc il y a des méthodes classiques utilisées aujourd'hui par les équipes de développement, je pense à du Scrum et autres éléments comme ça. Méthodologie agile, voilà, Scrum. Méthodologie agile. Donc l'outil vraiment vient s'intégrer, étant sous-jacent et vient les aider justement. Voilà. Vient les aider et soutenir cette démarche. Exactement. On a le côté qui va être très gestion de projet. Donc on va avoir un chef de projet qui va pouvoir suivre l'activité, qui va pouvoir faire des graphiques, qui va pouvoir rendre des comptes avec des burn down, etc. Et puis il y a tout le côté repository de code, où on va pouvoir avoir un endroit qui va être garant du code, où tous les développeurs vont pouvoir venir le récupérer et travailler, jusqu'à l'automatisation des déploiements et de l'intégration. On parlait justement de cette nouvelle version avec évidemment ce nouveau nom Azure DevOps qui arrive depuis quelques semaines sur le marché et dans les mains justement notamment des développeurs. Concrètement, c'est quoi les nouvelles fonctionnalités? C'est quoi l'effet waouh de cette nouvelle version? Alors, il n'y a pas essentiellement de nouvelles fonctionnalités. En fait, on a posé les bases pour les futurs qui vont arriver. Donc, il y a eu le changement de nom pour s'accorder avec toute la stratégie Azure. Et la réorganisation de l'interface pour mieux trouver les informations, pour les trouver plus rapidement. C'est vrai que le gap au départ est un peu compliqué de changer d'une interface à l'autre, mais une fois qu'on s'est habitué à la nouvelle interface, c'est vraiment très simple. Voilà, nouvelle UX, exactement. Et c'est aussi pour prévoir les futures fonctionnalités qui vont arriver. Quel type de fonctionnalité on pourrait avoir sans trop en dire? Si j'étais dans le secret des équipes produits. Mais on aimerait bien que vous le soyez, dites donc. Bah oui, mais moi aussi. Ça serait plus simple. Demandez-le à vos managers, c'est le moment ou jamais. Vous pouvez leur demander ce que vous voulez, c'est en direct, c'est sur Microsoft Experience TV. Allez-y, envoyez un message. Allez-y, faites ça. Si on peut avoir des infos sur la roadmap, ça serait pratique. Les infos sur la roadmap, on les demande ici en plateau tout de suite. Côté GitHub, alors là aussi, c'est une grande nouveauté pour Microsoft qui vient d'acquérir justement GitHub cette année. Ça a fait les choux gras justement de la presse en ligne notamment en disant mais ça y est, pour de vrai, on a des preuves du fait qu'en effet, Microsoft s'ouvre et va dans le monde de l'open. Concrètement, aujourd'hui, d'abord, cette intégration, elle s'est passée comment pour vous de votre côté et vous en tirez quoi? On comprend bien ce que Microsoft en tire de son côté. Pour GitHub, pourquoi c'est aussi une situation win-win? Alors, déjà en termes d'intégration, il ne se passe rien et c'est la grande C'est nouvelle. Intéressant. Enfin, l'intégration, il n'y en a pas. Voilà, c'est la grande nouvelle, oui et non, parce que ça a toujours été le mot d'ordre. L'idée, c'est de garder GitHub tel que GitHub est. Donc, de garder la communauté qu'on peut avoir sur GitHub, les 31 millions de développeurs qui sont sur GitHub, la maison de l'open source, et de garder quelque part cette indépendance vis-à-vis des grands éditeurs. Nous, tout type de projet, quelle que soit la techno, que ce soit de l'Azure, comme de la AWS, comme du Google, comme je ne sais pas quoi d'autre, a vocation à être développé. Vous êtes agnostique, vous, tous. On est la Suisse du développement et on est là pour créer des communautés et pour héberger tout type de communautés. Et donc, on a vocation à rester comme ça, avec cette indépendance. Alors, évidemment, on se parle. Et on a intérêt à avoir des synergies intéressantes sur un point de vue technologique, mais on reste relativement indépendant. Moi, je cite ce matin Enrique Lopez qui disait « Microsoft a mûri et s'ouvre à l'open source depuis des années. L'acquisition de GitHub va dans ce sens, l'idée de continuer à laisser grandir la plateforme en créant des passerelles. » Quel type de passerelles on pourrait avoir ?
ben, là, on a déjà démontré aujourd'hui dans notre session, on a fait une démo complète où un développeur peut pousser du code sur GitHub, collaborer avec le reste de son équipe de dev sur GitHub et que son code soit automatiquement construit, testé, etc. sur Azure DevOps. Et dans un deuxième temps, une fois que c'est validé par un de ses collègues sur GitHub, ben, ce code repart sur Azure cette fois pour être déployé. Donc des allers-retours. Des allers-retours entre les deux outils. Et ces allers-retours, en fait, on pouvait déjà les créer précédemment. De par cette ouverture de Microsoft sur ces dernières années, il était déjà possible de débrancher certaines fonctionnalités internes de VSTS pour aller sur GitHub. Et donc, on avait déjà cette collaboration et ces échanges bidirectionnels. Mais on imagine qu'avec la nouvelle UX, c'est beaucoup plus intégré, c'est beaucoup plus facilité, c'est fluidifié. En effet, l'idée, c'est de remonter plus d'informations et en fait de permettre aux développeurs de dissocier la création de la consommation d'informations et que certains vont pouvoir créer des choses, créer des automatisations dans Azure DevOps et le reste de l'équipe on va pas demander à tout le monde d'aller dans Azure DevOps pour créer des choses, mais les autres vont être plutôt consommateurs de l'information qui va leur remonter nativement dans GitHub. Et donc ça leur permet d'éviter de passer d'un contexte à un autre, de changer d'outil en permanence et de regagner du temps de développement. En fait. C'est ce qu'on essaie de faire avec les développeurs. On se rend compte que très souvent, ils passent beaucoup de temps à aller mettre à jour des informations, faire du reporting et perdre du temps de développement. Et aujourd'hui... Oui, c'est ça, c'est ce micro-temps voilà. qu'on fait tout le temps, des allers-retours, qui font au final, bout à bout, énormément de temps perdu dans les itérations, qu'on essaie de regagner. Et on essaie de regagner du temps. On n'arrive pas à trouver des nouveaux développeurs, donc si on pouvait déjà maximiser le temps de productivité des développeurs existants, ça serait déjà un gain assez énorme. Alors, si on prend le meilleur d'Audrey et le meilleur d'Alain, ça donne quoi en faisant collaborer justement Azure DevOps et GitHub sur un même projet? L'optimisation du temps, ça on l'a bien compris, mais à quoi est-ce qu'on peut penser quand on développe un projet avec les deux systèmes? Pour moi, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir flécher une sorte de chemin, de créer une sorte d'autoroute pour que le développeur sache que très facilement, sans avoir besoin d'intégrer de manière complexe plein d'outils, il va pouvoir passer d'une idée à une mise en production en quelques heures. Vous voyez, en quelques heures, il aura mis en place son outillage et qu'après, grâce à cet outillage-là, il va pouvoir itérer, il va pouvoir pousser un premier produit et puis pousser, à la rigueur, 40 versions différentes du même produit dans une même journée. Et arrêter d'avoir des cycles de développement qui sont très longs, mais des cycles vraiment très itératifs quotidiennement. En fait, ce qui va être long, c'est la mise en place de toute cette mécanique. Mais d'une fois qu'elle est en place, testée et éprouvée, ça fluidifie énormément les cycles de déploiement. Donc le workflow, il faut un peu de temps. Qu'est-ce qui prend du temps d'ailleurs dans la mise en place? La configuration. Savoir ce qu'on doit faire. C'est de la technique. Aussi, oui, forcément, savoir ce qu'on veut faire. Tout ce qui est configuration et scripting qu'on va mettre en place, qu'on va automatiser et qui, en un clic, va faire dérouler toute la chaîne. Là, ça va être un peu long au début, mais une fois que ça, c'est prêt, c'est super fluide. En gros, il faut mettre en place sur la base un cahier des charges, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire. Oui, comme toujours. Voilà, c'est très classique finalement dans un développement, Oui. et puis une fois qu'on a fait ça, mais après, voilà, ça roule. Mettre en place les pipelines et après, on est bon. Est-ce qu'on a un exemple, par exemple, de projet concrètement sur lequel vous avez déjà pu déployer justement ces fonctionnalités et gagner ce temps-là? Est-ce qu'il y a un exemple très concret à donner? On travaille tous les jours à essayer d'automatiser ça. Après, c'est un peu le côté caché, le côté obscur des projets informatiques. Pas quelque chose qu'on va forcément en frontal. Ce que tu donnais comme exemple pendant la session, c'est par exemple le site de GitHub en lui-même est redéployé. Combien tu as dit 2 fois par jour? 80 fois par jour. Voilà. On met en 80 fois. Ouais, en fait, on change en permanence le site de GitHub et on utilise notre production comme un environnement de test. En fait. Et donc, avant qu'une fonctionnalité soit disponible pour l'utilisateur final, elle a été travaillée, retravaillée, et à chaque fois, elle a été déployée et testée en production sans que l'utilisateur final ne le voit. Et pour moi, l'objectif du DevOps, c'est vraiment d'avoir cette agilité et de me dire que quand je dis qu'une fonctionnalité est prête, je le sais parce qu'elle est déjà là. Elle est déjà là. Elle est là et elle est prête et je vais la pousser en production, mais c'est qu'elle est déjà en production et je l'ouvre à mes utilisateurs. Et donc, c'est acquérir cette agilité, cette vraie agilité qui fait que ma production, c'est un bac à sable qui est très fiable, très robuste et dans lequel j'ai de la confiance sur ce qui se passe. C'est l'agilité et la confiance qu'on peut avoir dans le code en disant il est robuste. C'est bon, on peut y aller, feu vert, on l'a déjà testé et éprouvé. Exactement. Et à la rigueur, mes utilisateurs l'ont déjà testé sans le savoir. Oui, tout à fait. Et comme on sait que l'intégration continue et le déploiement continu fonctionne bien, on n'a plus non plus de questions sur est-ce que le déploiement va bien se passer? Oui, il va bien se passer.
parce que c'est quelque chose qu'on a éprouvé avant et qu'on continue à faire. Et si c'est 80 fois par jour, on sait que ça fonctionne bien. Donc on minimise les erreurs potentielles. Ça permet donc à nouveau de gagner du temps, puisque logiquement, on va plus vite une fois qu'on a pu faire des itérations en mode bac à sable. Exactement. Moi, je retiens une phrase de Satya Nadella lorsqu'il est arrivé à la tête de Microsoft, qui était de dire qu'il ne voulait plus. Enfin, l'idée était de dire je ne veux plus une ligne de code écrite par les gens de chez Microsoft si c'est disponible ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très marquant comme changement de mindset. J'en ai une autre aussi que j'ai vue sur Twitter tout à l'heure, sur le hashtag expérience au pluriel 18, de Vincent Lepleu qui dit des outils, alors qu'il a entendu dans une session, des outils Microsoft, pour Microsoft, par Microsoft. On n'en veut plus, et il le mentionne, des messages forts vers l'open source et le multiplateforme. On est tout à fait dans cet esprit-là aujourd'hui, dans cette collaboration DevOps, Azure DevOps et GitHub. Ouais, mais c'est à la rigueur, je dirais que c'est nos clients aussi s'appliquent ces principes-là eux-mêmes également. Aujourd'hui, il y a un grand mouvement dans les grandes entreprises de faire ce qu'ils appellent de l'inner source. L'inner source, c'est avoir les mêmes comportements que le monde de l'open source, mais avec le code interne de l'entreprise. Parce qu'on se rend compte que dans une entreprise, si vous prenez un grand acteur du CAC 40 aujourd'hui qui a 2000, 3000 développeurs, eh ben, il y en a 50 qui ont développé exactement la même chose. 5 fois, 10 fois, 20 fois. Parce que chacun dans son coin, en silo, a fait son Exactement, développement. parce qu'ils n'avaient pas les outils pour communiquer, pour partager le fait qu'ils avaient déjà développé ça. Et maintenant, la tendance, c'est de dire, on va mettre tout notre code, au lieu que ce soit des silos à droite à gauche, on va mettre tout ça dans un même réceptacle, dans un GitHub en interne, par exemple. Et donc, nos développeurs vont pouvoir soit aller piocher du code qui existe déjà, soit aller améliorer le code qui a été créé par quelqu'un d'autre dans un autre projet, dans une autre business unit, et se le réapproprier derrière, et qu'on évite encore une fois de redévelopper des choses qui existent déjà en interne comme en externe d'ailleurs. Donc on gagne du temps, mais de l'argent aussi. Et de la stabilité, Oui, et bien de la sûr. fonctionnalité, et plein de choses, oui. Bien plein de sûr. choses. Mais ce qui veut dire que c'est un état d'esprit aussi. On est C'est d'accord, un état d'esprit. l'open source, etc., c'est un état d'esprit, mais là en termes de développement, c'est un état d'esprit, parce qu'on parle de l'exemple de l'entreprise. Finalement, on était en silo jusqu'à présent, parce que chacun en gros ne se parlait pas trop, chacun faisait son développement divers et variés, et aujourd'hui, on a intérêt à se parler, mais il faut changer de mindset. Il faut changer de mindset. Ouais. Et c'est aussi le but du DevOps. On réunit deux communautés, enfin communautés si je peux dire communauté, mais deux types de populations qui se parlaient peu. Les développeurs et les opérationnels qui étaient plutôt chacun dans leur coin, les développeurs qui faisaient leur code et les opérationnels qui déployaient. Donc là, on est vraiment sur une communication et une union de ces deux populations pour qu'elles travaillent ensemble et mieux ensemble. C'est ce que je vois toujours pareil sur Twitter. Laurent Stidler qui dit, il assistait aussi à un atelier, qui dit DevOps, c'est quoi? Je vous le traduis en français. C'est la pratique systématique de l'automation, enfin de l'automatisation et de la collaboration. Donc les mots sont très importants. Automatisation, collaboration systématique dans un environnement agile au travers de tout le long de la vie du software, du logiciel. Ça, je pense que c'est quelqu'un qui a assisté à notre session. Donc c'est bien, oui, on est bien d'accord. Ouais. Mais cette phrase-là est importante. Tous les mots sont importants. Ah, tous les mots. Tous les mots sont importants. Ouais. Et surtout le bout en bout. L'aspect à travers le cycle de vie. Parce qu'on a très souvent des poches d'agilité, mais avec des ruptures. Et là, on n'a absolument, quasiment aucun gain à mettre en place l'agilité si on n'a pas une agilité de bout en bout. Donc si on a une agilité dans l'équipe de dev et que la mise en production n'est pas agile, on n'a pas les gains qu'on voudrait avoir, on n'a pas tous les gains d'automatisation, on a automatisé des bouts, mais pas une autoroute, on n'a pas créé une autoroute. Et c'est ça qui est intéressant. Une entreprise qui aujourd'hui voudrait mettre un projet, changer de mindset, voudrait utiliser Azure DevOps, qui voudrait se mettre à la mode GitHub, m'excusez le terme de mode, mais dans l'esprit, dans la mécanique, dans ce que je viens de décrire, et qui au début ne vient pas de là, ou tout le monde n'a pas ces mécaniques-là, n'a pas ces pratiques-là. C'est quoi dans le temps qui nous reste, les 2-3 tips que vous leur donneriez? Bonne question. Déjà, il faut que leurs équipes en interne soient convaincues. D'accord. Il faut que eux La conviction. Voilà. Il faut que les équipes, que ce soit développeurs ou les opérationnels, soient convaincus du bien fondé de ce changement-là. Si eux en sont convaincus, ça sera beaucoup plus simple. Et après, peut-être se faire accompagner sur les premiers cycles pour bien appliquer les bonnes méthodologies. Parce que, comme disait Alain, on peut en appliquer qu'une partie et au final, on n'a pas tout le bénéfice d'un vrai DevOps. Mais ça se fait très très bien. Conviction, accompagnement, Voilà. Et il y aura un troisième élément. Et un support qui vient d'en haut aussi. Parce qu'il y a des silos à casser. L'exemplarité ? L'exemplarité ou une impulsion qui vient d'en haut et qui dit c'est la direction dans laquelle on veut aller, on a des vrais gains là-dessus et il faut casser les barrières, il faut ouvrir
à l'équipe d'à côté qui est potentiellement un peu concurrente, où on se tire un peu la bourre, mais il faut casser ça. Et il y a un exemple avec la Société Générale qui est vraiment parti dans ce vecteur-là, sur cette route-là, où il y a Frédéric Oudéa qui prend des cours de développement. Il a un coach en interne, donc un des développeurs de la Société Générale, qui lui donne des cours une fois par mois Reverse mentoring. sur le développement, pour qu'ils se rendent compte de qu'est-ce que c'est que de développer à la Société Générale aujourd'hui et de pousser du code en production. Et ça, je trouve que c'est un exemple extraordinaire. C'est un parfait exemple. En effet, brisez les silos et laissez-vous porter par le monde de l'open. Merci Alain, merci Audrey pour ce partage d'expérience sur Azure DevOps et sur GitHub.